Elle est aussi écrivaine. Elle a été cooptée, si j'ai bien lu, à l'Oulipo, l'ouvroir de littérature poétique, qui est c'est poétique aussi. Voilà. Et s'il y a quelques questions sur cette organisation, ça fera un plaisir d'y répondre. Voilà, donc c'est une multiplicité de compétences. Et bon, d'après ce qu'elle m'a dit quand je l'ai interviewée pour le travailleur catalan, faire des maths, écrire et de faire de l'histoire, en fait c'est pratiquement la même chose, quoi. Ça répond au... Bon, il suffit de... C'est un fonctionnement du cerveau, et puis voilà. Donc, formidable, hein. Voilà. Pourquoi elle s'intéresse à l'histoire? J'ai bien aimé sa réponse, c'est qu'elle s'intéresse surtout à ceux que l'histoire ne met pas en avant, ceux qui sont un peu les oubliés de l'histoire. Et d'où aussi son intérêt pour la Commune de Paris, dont l'histoire, on peut le constater, n'est pas hyper popularisée, développée, dans les manuels scolaires notamment. Et donc c'est pour ça que quand on l'a invitée, on a proposé qu'elle fasse une conférence sur la commune et elle vous expliquera pourquoi, parce qu'elle n'a pas voulu le dire avant. Elle a choisi Eugène Varlin en particulier. Et donc cette conférence s'intitule Eugène Varlin, ouvrier relieur de l'Association internationale des travailleurs à la Commune de Paris, qui est un destin quand même assez exceptionnel, vous allez le voir. Je n'ai pas besoin d'ajouter que Michel est aussi la fille de Maurice Audin, dont tout le monde connaît l'histoire dramatique et la disparition dans des conditions assez atroces. Voilà. Donc, si on parle si on vous parle de la Commune de Paris, normalement, en gros, les gens, peut-être pas vous, mais en moyenne, les gens ne savent rien sur la Commune de Paris. S'ils savent une chose, c'est qu'il y a eu des massacres. Et en fait, c'est pas vraiment ça qui est le plus intéressant. Bien entendu, c'est ce qui se passe avant qui est le plus intéressant. Et puis, s'ils connaissent un nom, c'est celui de Louise Michel. Et si par hasard, ils en connaissent un deuxième, c'est peut-être celui d'Eugène Varlin. Donc, c'était pas vraiment le grand inconnu, quoi. Donc moi, et puis, en fait, c'était une personnalité qui m'intéressait pas tellement. Je vais essayer d'expliquer pourquoi, puis après, je vais vous expliquer pourquoi j'ai changé d'avis. Voilà, donc Eugène Varlin, vous allez le voir là. Alors, cette photo et cette image est parue dans un journal en mars 1880. Donc, c'était un journal de l'égalité qui était tenu par... qui était fait par Paul Lafargue et Jules Gued. Mais mars 1880, si vous ne savez pas exactement, ça se passe 9 ans après la Commune, mais ça se passe avant l'amnistie des communards, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas été tués et qui ont été condamnés ou qui sont en exil, qui sont partis en exil, sont toujours en exil. Et c'est la première fois qu'à Paris, on organise une commémoration de la Commune sans les communards, qui ne sont pas là. Et donc cette image représente Eugène Varlin et elle est entourée, ce que vous voyez autour, le journal est paru imprimé en rouge, et ce que vous voyez autour, c'est le nom des officiers de l'armée versaillaise qui a massacré Paris. Alors, donc, d'Eugène Varlin, on parle surtout de la mort, et donc je vais vous raconter la mort d'Eugène Varlin, pour commencer, et puis je vais vous raconter pourquoi ça ne m'intéressait pas d'en parler. Voilà, donc Eugène Varlin, il était membre de la Commune de Paris. Il a participé jusqu'au bout à la lutte et à la guerre des rues sur les barricades contre les Versaillais. Il a tenu une des dernières barricades sur la rue de la Fontaine-au-Roi le 28 mai 1871, à la fin de la semaine sanglante. Ils ont réussi tous à quitter la barricade quand elle a été prise. Et Eugène Varlin a marché dans Paris. Il a été reconnu. Déjà, ça commence, je ne sais pas trop pourquoi il a été reconnu, parce que bon, il n'y avait pas de photo des gens dans les journaux à l'époque. Hein. Voilà, donc il a été reconnu. La personne qui l'a reconnu était un prêtre. Il avait la Légion d'honneur. Il l'a dénoncé.
Il a dénoncé, bon là on est avec le sabre et le goupillon, là tout de suite, hein. Il a dénoncé un militaire qui passait, qui était un lieutenant qui a volé la montre de Jeanne Varlin. Et puis les gens ont dit, ah ben non, mais on ne va pas le fusiller ici, donc c'était pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu Paris, c'était dans le 9e arrondissement, donc en bas de Montmartre, en dessous de Montmartre, et on va aller le fusiller en haut à Montmartre. Et donc on l'a fait grimper par les rues escarpées avec des gens qui lui lançaient des pierres et tout. Enfin, bon, c'est le vrai chemin de croix. Arrivé en haut, il y a une sorte de figure christique de cet homme avec son beau visage d'apôtre. C'est incontestable qu'il était très beau, mais voilà. Et donc il y avait toute une géographie autour de Jeanne Varlin que j'ai trouvé insupportable, pour tout vous dire. Et donc, bon, j'aimais bien Jeanne Varlin, mais je ne voulais pas en parler. Et puis, j'ai essayé de comprendre un peu ce qui s'est passé avant la Commune pour comprendre pourquoi il y a eu ce mouvement qui n'a duré que 72 jours, mais qui arrive à la suite de tas de choses, que d'habitude on arrête au siège de Paris, mais en réalité ça commence bien avant, parce qu'avant ça, il y a 20 ans de Second Empire, qui est un régime quand même, déjà c'est le régime policier le pire, je pense, qu'il y a eu en France, à part peut-être Vichy. Bon. Voilà. Et donc j'ai commencé à lire les journaux du Second Empire. Et en particulier, je suis tombée sur un quotidien qui s'appelait La Marseillaise, et qui est paru entre décembre 1869 et mai 1870, où il a été interdit. Mais pendant ce temps-là, donc c'est un quotidien politique, donc il y a de la politique avec pas mal de polémiques en première page, et à la 3e page, il y a une chronique qui s'appelle Le mouvement social, où il y a des militants ouvriers qui envoient des articles. Et puis, en fait, c'est super intéressant parce qu'il y a des articles vraiment intéressants sur ce qui se passe, le mouvement, les grèves, etc. Et puis, petit à petit, cette rubrique mouvement social et cette rubrique ouvrière avance dans le journal, et à la fin, elle occupe la première page du journal et la une du journal, à cause des grandes grèves qu'il y avait au Creusot et en d'autres endroits en 1870. Et tout ça grâce à notamment la plume de Jeanne Varlin, dont j'ai trouvé les articles remarquablement clairs et remarquablement intéressants. Et je me suis dit bon, qu'il fallait que j'aille regarder un peu plus au-delà du beau visage d'apôtre. Et donc j'ai cherché les articles de Varlin, et c'est ce que j'ai fait. J'en ai lu quelques-uns que j'ai trouvé vraiment bien. Je suis allée voir un éditeur, Libertalia, et je leur ai dit on va faire un livre avec les articles de Varlin. Ils m'ont dit oui. Ça n'existe pas, ça. Un éditeur qui me dit oui, comme ça. Puis après, il m'a dit un nombre de signes, et j'ai dit ah ben non, il y a déjà tout ça en article de Varlin, alors il faut que j'en rajoute un peu. Voilà. Bon, donc on a fait ce livre, et on est très content d'avoir fait ce livre. À ceux qui par hasard l'ont pas encore acheté, il y en a quelques-uns. Mais bon, donc je vais vous raconter. Un peu comme ça, si vous n'avez pas envie de l'acheter, vous n'avez pas besoin. Puisque je vous aurais raconté. Voilà, donc voilà Jeanne Varlin. Donc voilà la Marseillaise dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, il y a des images qui ne sont pas très belles parce que les journaux sont très mal conservés. Voilà, j'ai publié un journal. Donc il y a ces grèves dont je vous ai parlé, qu'on voit dans les journaux. Et voilà, la grande grève du Creusot. Et nous revenons aux articles de Jeanne Varlin. Alors évidemment, vous n'êtes pas supposé lire, c'est une image. Donc c'est un article qui est paru en décembre 1869, où Jeanne Varlin raconte ce qui se passe à la chambre syndicale des ouvriers boulangers. En fait, vous ne le lisez pas, mais je vous raconte, c'est super intéressant les ouvriers boulangers, parce que c'est des ouvriers qui travaillent la nuit, et qui travaillent dans des conditions, mais vraiment à l'époque complètement épouvantables, des conditions d'hygiène épouvantables, dans des sous-sols humides, etc. Et du fait qu'ils travaillent la nuit, eh ben, ils ont l'impossibilité absolue de participer à la vie sociale, d'aller suivre des cours, de lire des livres, de parler avec les autres, etc. Et pour les travailleurs de cette époque, il y avait une chose qui était vraiment très importante, c'était la question du temps de travail. Il faut dire que quand on travaille 12 heures par jour, c'est quand même compliqué. Et donc on parle, je parle des ouvriers boulangers en 1869 parce que c'est une des choses qui s'est passée après pendant la Commune et qui me semble les plus intéressantes.
le combat des ouvriers boulangers. Donc on y reviendra après. Voilà. Et donc, on est toujours en décembre 69. Eugène Varlin écrit à un de ses copains pour lui expliquer qu'il faut absolument qu'il collabore à la Marseillaise. Donc que les ouvriers, Émile Aubry c'était quelqu'un qui était à Rouen, que les ouvriers des autres régions envoient des comptes rendus de ce qui se passe dans les entreprises ou les ateliers pour que ça apparaisse dans le journal. Donc, et dans cette lettre, il explique pourquoi il est devenu révolutionnaire. Je vous conseille la lecture de cette lettre à Piedonnet. Voilà. Et alors donc je me suis dit, il faut que j'aille lire les biographies d'Eugène Varlin. Et il y en a plein. Voilà. La première référence c'est un article, mais la deuxième c'est un livre. Et les deux premiers ont été écrits par des gens qui ont connu Eugène Varlin. Et ça date de 1885. Donc on a commencé à nous raconter des choses sur Eugène Varlin dès 1885, et quand j'ai lu ces livres, j'ai trouvé ça certes très intéressant, il y en a beaucoup qui sont des bonnes biographies, mais c'était extrêmement frustrant. Parce que les textes, eh ben, comment ils font les biographes, ils coupent une petite phrase par-ci par-là, et puis ils saupoudrent dans le texte, et puis vous n'avez pas la cohérence de l'article, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire paraître tous les articles. Et voilà. Ça avait déjà été tenté en 1977, donc là je rends hommage à François Maspero et à cette jolie collection, par Paul Lejeune, qui avait publié des textes, mais vu le format de la collection, elle n'avait pu publier que des extraits. Donc voilà, ce que j'ai dit à Libertalia exactement, c'est ce que je veux faire, c'est ça en grand. Voilà. Et donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc Paul il est là, ok. Voilà, et donc maintenant je vais recommencer toute l'histoire en commençant par le commencement. On a le temps, non? Oui, oui. Bon, de toute façon, c'est pas une vie très très longue. Donc, voilà. Donc, bon, il y a beaucoup de renseignements que j'ai sur l'enfance et sur les conditions de la vie d'enfant de la famille Varlin, de Eugène Varlin dans sa famille, que je dois à une dame qui a un blog sur l'histoire de Clé-Souilly, qui est une ville de la Seine-et-Marne, dont vous avez peut-être jamais entendu parler. Pour ceux qui vont à Paris, vous prenez le RER vers Roissy et c'est l'autre branche. Voilà. Donc c'est là qu'il est né. Et donc cette dame, elle connaît plein de trucs sur cette histoire, et c'est qu'elle raconte très intéressant. Voilà. Donc ils sont 4 enfants. Les parents sont paysans, pauvres. Mais pas si pauvres que ça, ils travaillent en partie comme ouvriers agricoles et en partie ils ont des terres, des petites terres, un petit peu. Ils sont assez riches pour pouvoir mettre leurs 4 enfants à l'école, qui à l'époque n'était ni obligatoire et surtout pas laïque, et surtout, non, c'est pas ce que je veux dire, et surtout pas gratuite, donc il fallait payer pour ça. Et donc l'alternative c'était de mettre les enfants à l'usine ou à l'école. Il y avait une usine où des enfants travaillaient juste à côté, et ils ont choisi de mettre leurs enfants à l'école, ce qui était une bonne idée. Donc il y a ces 4 enfants, donc le nôtre c'est Eugène, l'Ivoirienne. Il y a sa sœur Clémence, dont on ne parle jamais, qui est quand même là. Il y a, voilà. Et il y a ces 2 autres frères donc, qui apparaissent un peu dans l'histoire, mais pas tellement. Voilà, et puis voilà, donc Eugène Varlin, il va à l'école à Clé-Souilly jusqu'à l'âge de 13 ans. À 13 ans, il part à Paris pour devenir apprenti, relieur, parce qu'il y a un frère de sa mère qui a un atelier de reliure, donc il a des contacts dans la reliure. Donc il faut penser que la reliure, c'est pas comme maintenant un truc d'art, hein. Les relieurs, c'est celui qui fabrique le livre. Donc il y a le typographe et l'imprimeur, et puis après il y a le relieur qui fabrique le livre. Donc, voilà, donc après cet apprentissage, il devient ouvrier, et donc il se fait ouvrir un livret d'ouvrier. Je vous ai dit que le Second Empire était un état policier. Ben, ça commence comme ça, il faut aller d'abord à la police pour avoir un livret d'ouvrier, et puis il faut le faire viser à chaque fois qu'on change d'entreprise, qu'on change de patron. Et en fait, à l'époque, on changeait souvent. Il y a... non, pas nécessairement en fait, parce qu'ils aimaient bien changer. Voilà, donc ça c'est son premier livret d'ouvrier. Donc il a été établi le 19 mai 1856, donc il avait 16 ans.
Et en fait, on n'en a pas d'autres. Celui-là a été conservé sans doute parce qu'il est retourné dans la famille avant que Jeanne Varlin devienne la victime de saisies policières, etc. Donc ce truc-là est resté dans la famille. Donc voilà. Il habite en 1856, donc quand il se fait ouvrière, et quand il se fait ouvrir le livret d'ouvrier, il habite rue de la Fontaine-au-Roi, qui est l'endroit où va se terminer donc, cette dernière barricade à laquelle il participe pendant la Commune. Et il habite là dans le... Il y a une question? Il est avec son beau-frère, qui est un de ses cousins, et qui est donc le mari de sa sœur, qui va être le mari de sa sœur, Élise. Donc c'est pour dire qu'il arrive à Paris à 13 ans comme un gamin tout seul, sans sa famille, mais c'est pas vrai, parce que sa sœur est là, il y a son beau-frère, des cousins, l'oncle et tout ça. Il n'est pas... On n'a pas l'impression que c'est une vie très très malheureuse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et il se met tout d'un coup à suivre des cours du soir. Alors on pense que un relieur, c'est quelqu'un qui travaille avec les livres, donc de temps en temps peut-être ça a envie de s'arrêter de travailler et puis de lire ce qu'il y a dans le livre. Toujours est-il qu'à l'âge de 20 ans, il décide d'aller suivre des cours du soir. Je précise que ce n'était pas complètement évident, hein, parce qu'il habitait rue de la Fontaine-au-Roi, qui est dans le nord-est de Paris. Il travaillait dans le 6e arrondissement. Il y allait à pied, il travaillait 12 heures par jour, et après il allait suivre des cours à la Sorbonne. Et il ne suit pas n'importe quel... il ne suit pas qu'un cours, hein. Il suit le cours de français, il suit le cours de comptabilité, il suit le cours de musique, et il suit le cours de géométrie. Okay. Donc quand vous voyez les palmarès, là il y a une distribution des prix, donc il y a un palmarès, vous voyez que les ouvriers qui ont des prix en français, c'est souvent des ouvriers du livre. C'est assez standard. Par contre, les ouvriers qui ont des prix en géométrie, il n'y a pas d'ouvriers du livre qui font de la géométrie, à part Eugène Varlin. Vraiment, ce qui l'intéresse, c'est de tout savoir. Il veut tout savoir. C'est assez... Et puis je pense d'ailleurs que le cours de géométrie a sûrement fait quelque chose pour la rigueur de sa pensée après. Mais ça, c'est un avis personnel. Donc on lui donne les prix, c'est un ministre qui s'appelle Gustave Rouland, qui réapparaît dans l'histoire après, qui lui donne les prix. Voilà. Quoi? Comme c'est son rôle. Voilà, mais voilà, donc ça c'est la seule photo, en fait si on vous montre des photos de Jeanne Varlin, en fait elles sont toutes trafiquées à partir de celle-là, donc c'est la seule photo de Jeanne Varlin qu'on a. Je pense, sans en avoir la moindre preuve, que c'est une photo qui a été faite, il est allé chez un photographe au moment de cette distribution des prix, et je pense que les deux livres qui sont sur la table, ce sont les livres qu'il a eu comme prix. Mais bon, en tout cas c'est une photo de quand il était jeune, c'est une photo de cette époque. Voilà. Voilà, et c'est la seule 20 et quelque chose. Voilà. Voilà. Donc il suit ses cours, ça je l'ai dit. Ouais, donc le français j'ai expliqué. La géométrie j'ai dit ce que j'en pensais. La musique, je vais en dire deux mots dans une seconde. Alors en fait, il ne faut pas croire que suivre des cours de musique, c'est juste comme ça pour apprendre la musique. Il y a une Twingo blanche qui gêne les gars. Le cours de musique et la chorale dans laquelle ils chantent, c'est quelque chose qui s'appelle, où on utilise la méthode Gallin-Paris-Chevet, donc personne n'a entendu parler, même moi, avant de l'avoir écrit. Si, parce que tu as lu mon livre. Non. Ah bah bravo, alors, parce que moi j'en avais jamais entendu parler. Donc voilà, donc c'est la question, c'est des gens qui sont du début du 19e siècle et qui sont des militants fourriéristes, ici du philosophe utopiste Charles Fourier. Et leur question, c'est est-ce qu'un analphabète peut chanter l'opéra? Il ne s'agit pas de faire du chant populaire, c'est de la musique savante. Et est-ce qu'un analphabète peut chanter l'opéra? La réponse est oui, grâce à la méthode Gallin-Paris-Chevet. Parce que vous voyez, quand vous écrivez la musique, c'est vachement compliqué, parce qu'il y a des portées, et puis on met des dièses et des bémols à la clé, et puis il faut s'en rappeler, et puis ceci, il y a des difficultés dans la lecture de la musique. Et donc, ils ont inventé une méthode de notation de la musique qui avait été suggérée par Jean-Jacques Rousseau d'ailleurs, mais bon, on ne va pas remonter à Mathusalem. Et donc voilà, ils ont cette méthode pour chanter, et le cours de musique est basé là-dessus, et la chorale, elle a des visions pédagogiques, quoi. On apprend à chanter comme ça, et puis voilà. Donc vous retenez de ça le mot clé, qui est le mot pas Gallin-Paris-Chevet, mais qui est le mot fourriériste.
Parce que cette chorale fait partie des influences que les théories de Charles Fourier et des fourriéristes ont eues sur Eugène Varlin et qu'on va retrouver après dans l'histoire à un moment où elles seront particulièrement utiles. Bon, donc, voilà. En 1862, je vais trop vite? Non? Non, mais on a encore 9 ans à faire, hein, donc... En 1862, Eugène Varlin s'installe dans un appartement, enfin dans une chambre, je pense, 33 rue Dauphine. Entre parenthèses, si vous allez à Paris, que vous allez 33 rue Dauphine, vous verrez qu'il y a une plaque, parce que c'est l'endroit où il y avait le club de Tabou, et il y a le nom de Boris Vian sur la plaque, mais hélas, il n'y a pas le nom d'Eugène Varlin. Donc c'est un combat à mener. Bon, donc il a vécu là à ce moment-là, et à ce moment-là, il s'est mis à travailler chez lui. La carte est trompeuse parce que la carte indique qu'il est à son compte, et ça viendra plus tard. Je ne sais pas exactement à quelle date. Mais en tout cas, il travaille chez lui, ce qui lui permet de gérer son temps de travail de façon plus adéquate et de pouvoir aller à des réunions, à des cours, etc. Voilà. Ah oui, donc, et puis c'est à ce moment-là, il s'installe vraiment dans le 6e arrondissement, qui, pour ceux qui vont à Paris maintenant, ça semble peut-être un peu étrange, mais qui était l'arrondissement des relieurs. Les relieurs étaient beaucoup installés là. Il y avait des traces pendant assez longtemps qui ont été le fait qu'il y ait beaucoup de librairies dans le 6e arrondissement, mais comme vous savez tous, il n'y a plus de cafés dans le 6e arrondissement. Il y a des boutiques de mode, il y en a une sur le boulevard Saint-Germain. Voilà, donc j'ai parlé des influences fourriéristes, et maintenant j'arrive à 1864. 1864 est une année extrêmement importante dans l'histoire du mouvement ouvrier, en France et dans le monde. Et en France pour 2 raisons. La première, c'est que le 25 mai 1864, il y a une loi sur les coalitions. Coalition, ça veut dire grève à l'époque. Comme certainement vous le savez, en 1791, la bourgeoisie, arrivant au pouvoir, n'a eu de cesse que de mettre en place une loi qui s'appelle la loi Le Chapelier, qui interdit les grèves, donc les coalitions, les associations et les réunions d'ouvriers. Cette loi a été bien entendu maintenue par tous les régimes qui ont suivi, que ce soit le Premier Empire, la Restauration évidemment, la Deuxième République et évidemment le Second Empire. Et en 1864, le 25 mai, cette loi est aménagée de façon que les grèves ne sont plus interdites. En fait, je vous rassure, il y avait déjà des grèves qui étaient interdites. Bon, mais en tout cas, elles ne sont plus interdites. On n'a toujours pas le droit de se réunir, on n'a toujours pas le droit de s'associer, donc on ne voit pas trop comment on peut faire grève, mais on fait grève. Voilà. Et il y a tout de suite énormément de grèves, beaucoup plus qu'avant, et en particulier, il y a une grande grève de relieurs, pour ce qui nous concerne, nous et Eugène Varlin. Et au mois d'octobre, la même année, est fondée à Londres l'Association internationale des travailleurs, la CEDA internationale. Et cette association est fondée dans un meeting de solidarité avec la Pologne par des ouvriers anglais, enfin de plusieurs pays, principalement anglais évidemment, c'est à Londres, mais aussi beaucoup français, qui sont venus exprès pour ça. Et donc c'est fondé à Londres à ce moment-là. On avance. Voilà. Et en 1865, il y a le premier article d'Eugène Varlin paraît dans un journal qui s'appelle La Tribune ouvrière. Alors on va s'arrêter une minute pour regarder ce journal. Vous voyez qu'il a écrit, donc c'est un hebdo, hein, pareil le dimanche, il a écrit Sciences, Arts, Industrie, Littérature. Alors il faut savoir que c'est pas parce qu'ils ont envie de parler de sciences, d'art, d'industrie et de littérature, enfin pas que. Il faut savoir que sous le Second Empire, pour avoir le droit de parler politique dans un journal, il faut que ce journal ait payé un cautionnement. Et ce cautionnement peut être est extrêmement cher, donc ils ne peuvent pas se le payer. Donc tout le monde, mais même des gens qui sont célèbres après comme journalistes, comme Jules Vallès ou des gens comme ça, tout le monde crée des journaux sur lesquels il y a écrit sciences, arts, littérature. Évidemment, toute la chose dont on a envie de parler, c'est politique, même si on s'intéresse au reste. Et donc, fatalement, au bout d'un moment, on se met à en parler. À ce moment-là, on est arrêté, le journal est interdit, on paye une amende, on va en prison. Bon, en tout cas, cette tribune ouvrière paraît avec le titre Sciences, Arts, Industrie, Littérature. Et dans ce premier numéro, il y a aussi le premier article d'Eugène Varlin,
qui s'appelle Notre format. Là, c'est pareil, vous n'êtes pas supposé lire ça. Quoique, on peut quand même lire le début. Donc, dans cet article, il explique pourquoi le journal a ce petit format. Donc, c'est un journal de petit format. Enfin, pour nous, c'est pas très étrange parce que c'est proche des formats des journaux d'aujourd'hui, du format du travail catalan, par exemple. Mais à l'époque, les journaux étaient très très grands. Et donc, il explique pourquoi. Alors, je vais quand même vous en lire un extrait parce que j'aime trop cet article. En fait, c'est quand j'ai lu cet article que j'ai décidé de faire le livre. Je vais craquer sur cet article. Où est-ce qu'il est? Merci. J'avais pourtant un post-it à cet endroit-là. Il dit voilà. Bon, alors, ce que vous avez lu, il explique, il dit que c'est étonnant, peut-être étonnant qu'on parle du format, et il dit l'ouvrier, parce qu'il manipule et transforme la matière en objet d'utilité ou d'agrément, et celui à qui on adresse généralement toute critique des productions industrielles. On oublie trop qu'il n'est le plus souvent que l'instrument qui fabrique selon le goût du patron ou même du client, et que ce dernier, quoi qu'il puisse payer, n'a pas toujours le goût exquis, et qu'il manque même souvent des connaissances nécessaires pour apprécier et faire exécuter un bon travail. Le seul moyen pour l'ouvrier de repousser ces critiques qu'il ne mérite pas, c'est de faire preuve de ses connaissances et de son goût lorsqu'il lui est possible de faire une œuvre qui soit sienne. Aujourd'hui, nous fondons un journal. C'est ça. Il pourra se faire que nous ne nous montrions pas toujours forts en littérature. Mais on devrait être indulgent pour nous, puisque, comme nous l'avons dit, notre but est de nous exercer. Pour ce qui constitue le journal matériel, c'est une autre affaire. Là, nous sommes dans notre élément, là, nous sommes maîtres, et nous serions sans excuse si nous nous mettions dans le cas d'être critiqués. Bon, alors... moi, je trouve ça extrêmement touchant, en fait. Tout à fait. Chaque fois que je le relis, je le trouve extrêmement touchant. Je vais quand même m'arrêter, pas vous lire entier, parce qu'on n'a pas le temps. Il explique après que, en plus, un petit journal, c'est bien parce qu'on peut le relier. Donc vous voyez un grand journal, là, le relier pour faire un livre, ça va. Mais un petit journal, c'est bien parce qu'on peut le relier. Le relier, c'est pas parce qu'il est relieur. C'est parce que ce qu'on met dans le journal, ben, c'est pour l'histoire. En fait, il explique dans cet article que c'est pour nous qu'il écrit. C'est pour nous qui font ce journal, c'est pour nous qu'il a ce format. Il pense déjà à nous. Pas seulement pour que nous, on puisse apprécier et savoir ce qu'ils ont fait, eux, mais pour qu'on puisse aussi voir des journalistes qui changent d'opinion, etc. Enfin, mais il explique ça très très. Voilà. Bon, donc c'est un très joli article, c'est son premier article écrit, il le signe Jean Varlin, ouvrier relieur. Il signera presque toujours comme ça, c'est pour ça qu'on a pris ce titre pour le livre. Voilà. Et puis, ouais, alors, donc ce journal, là dont je vous ai montré les autres personnes qui sont dans ce journal, la Tribune ouvrière, qui travaille, ce sont des ouvriers aussi, la plupart en fait ont des influences, ont subi des influences, enfin ont bénéficié d'influences réalistes. Et en particulier, il y a un copain d'Antoine Bourdon, un copain de Varlin qui s'appelle Antoine Bourdon, qui est celui qui a gravé le nom d'Eugène Varlin dans la montre qu'on lui a volée avant de le tuer. Là, vous voyez, je reviens au début de l'histoire, je reviendrai à la montre à la fin. Donc c'est un graveur, et ils participent tous les deux au congrès ouvrier de Genève. Donc c'est le premier congrès en fait, de l'Association internationale des travailleurs qui a lieu à Genève en 1866. Donc il y a toute une délégation d'ouvriers français qui participent à ça, et ils sont tous proudhoniens. Ils sont terrifiants, ces gens. Mais il y a des gens dont vous connaissez le nom et pour lesquels on a beaucoup de respect, néanmoins. Mais quand même, il y a des... Donc les citoyens, donc Chemalé, Fribourg, Perrachon, Camélina, font la proposition suivante. Vous avez entendu parler de Camélina. Camélina, c'est grâce à lui que l'Humanité est un journal communiste. Voilà. Donc, respect Camélina. Hein. Bon. Les citoyens Chemalé, Fribourg, Perrachon, Camélina font la proposition suivante. Au point de vue physique, moral et social, le travail des femmes et des enfants dans les manufactures doit être énergiquement condamné, en principe, comme une des causes les plus actives de la dégénérescence de l'espèce humaine, et comme l'un des plus puissants moyens de démoralisation mis en œuvre par la caste capitaliste.
La femme, ajoute-t-il, n'est point faite pour travailler. Sa place est au foyer de la famille. Elle est l'éducatrice naturelle de l'enfant. Elle seule peut le préparer à l'existence civique mâle et libre. C'est pas seulement sur les femmes. Ça a une conséquence sur ce qu'ils disent après sur l'éducation. Donc ils sont contre l'école publique, etc. Puisque l'éducation doit être faite par la femme à la maison. Ok, le citoyen Varlin, alors donc ils interviennent tous comme ça, et Varlin intervient tout seul. Le citoyen Varlin, comme vous tous, je reconnais que le travail des femmes dans les manufactures, tel qu'il se pratique, ruine le corps et engendre la corruption. Et partant de ce fait, nous ne pouvons condamner le travail des femmes d'une manière générale, car vous qui voulez enlever la femme à la prostitution, comment pourrez-vous le faire si vous lui donnez le moyen de gagner sa vie? Bon, donc il intervient là, donc les autres, l'essentiel en fait de l'influence, enfin c'est une influence proudhonienne en fait sur les autres ouvriers, elle est combattue. Bon, Proudhon a certainement écrit des choses très intéressantes sur des tas de sujets, mais sur la question de la femme, c'était quand même une catastrophe. Et plus que ça, et ça a eu malheureusement une influence extrêmement durable sur le mouvement ouvrier français qui a dépassé largement la Commune, qui est probablement la raison pour laquelle les femmes ont le droit de vote si tard en France, et qui n'est probablement pas complètement extirpé de nos jours. Mais, donc, en tout cas, par contre, les fourriéristes avaient une opinion sur les femmes assez différente. Il y a une citation un peu déformée, je pense, de Fourier, qui est citée par Marx dans la Sainte-Famille, qui dit que le degré de l'émancipation des femmes est une mesure des degrés de l'émancipation de la société. Quand même plus... Ouais, mais bon, maintenant on pense ça, mais lui, Fourier, il écrit ça en 1830. Hein. Bon, voilà, donc ils arrivent tous les deux, et puis ils interviennent contre tous dans le congrès ouvrier, donc ils avaient quand même un peu d'assurance cette question. Voilà, donc je vous montre la photo de... C'est pas évident, il n'y a pas de photo de Jeanne Varlin, comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est lui qui est à gauche, là, voilà, et celui qui est à droite, là, c'est Benoît Manon. Ça, c'est une photo de groupe qui a été suffisamment grossie. Bon, il y a un cahier iconographique dans le livre où il y a cette photo, bien sûr. Voilà, et donc... après ça, on parle de l'année 1867 où il y a eu une grande exposition universelle à Paris qui était supposée montrer les magnifiques réalisations du Second Empire, y compris les réalisations des ouvriers, enfin de l'industrie. Et en même temps que cette exposition, il y a eu une commission ouvrière qui s'est réunie le dimanche matin. Pourquoi le dimanche matin? Eh bien, parce que les autres jours, ils travaillent. Hein. Le dimanche matin à 10h, ne me demandez pas si 10h c'est après la messe, parce que j'en sais rien. Le dimanche matin à 10h, et il y a un livre super intéressant que vous voyez là, qui recueille les procès-verbaux de cette commission ouvrière, qui a été fait par un ouvrier membre de l'internationale, qui était Eugène Tartaret, un ébéniste, et dans lequel on peut lire un certain nombre de choses intéressantes. Bon, je ne vais pas vous raconter ça parce qu'on n'a pas le temps, mais Eugène Varlin dit un truc tout à fait remarquable, que je vais vous lire si je le retrouve, mais je vais le retrouver parce que normalement il y a un post-it, et j'y tiens. C'est écrit en style indirect, hein, c'est Tartaret qui raconte comment il parle. Monsieur Varlin, relieur, croit que la femme doit travailler et doit être rétribuée pour son travail. Il croit que ceux qui veulent lui refuser le droit au travail veulent la mettre pour toujours sous la dépendance de l'homme. Nul n'a le droit de lui refuser le seul moyen d'être véritablement libre. Elle doit se suffire à elle-même, et comme ses besoins sont aussi grands que les nôtres, elle doit être rétribuée comme nous-mêmes. Que le travail soit fait par un homme, qu'il soit fait par une femme, même produit, même salaire. Par ce moyen, la femme ne fera pas baisser le salaire de l'homme, et son travail la fera libre. Je suis ici quand même, vous croyez que tout le monde pensait ça? Voilà, donc ça se passe en 1867 et c'est Eugène Varlin tout seul. Il ne faut pas croire que c'est représentatif de quoi que ce soit. Parce que par exemple, Albertès, qui est mon autre communard préféré, qui est c'est un bronzier, c'est lui qui a fait qui a fait fonctionner la poste pendant la Commune. Albertès, lui, il n'a pas été tué,
Il est parti en exil à Londres et il est revenu après l'amnistie des communards à Paris en 1880. Et il a participé à un journal de Rochefort qui s'appelait L'Intransigeant, où il écrivait chaque lundi une chronique ouvrière. Pas très longtemps parce qu'il est mort en janvier 81. Néanmoins, il a participé, enfin il a suivi pour le journal, comme journaliste, une grève de parfumeuses à Paris, à Aubervilliers en fait, à l'automne 80. Il est allé voir ses filles qui lui ont raconté, ces ouvrières qui étaient en grève, c'était des jeunes femmes qui étaient en grève pour la première fois de leur vie, qui lui ont raconté, apparemment il a su parler avec elles, et lui ont raconté toutes les privautés dont elles étaient l'objet de la part des contremaîtres et tout ça. On est quand même très longtemps avant MeToo là. Hein. Et il a écouté ça avec beaucoup d'attention, et il est revenu, il a écrit un très bel article sur cette grève dans le journal Intransigeant, dans lequel on peut lire la chose suivante, exactement mot pour mot. Il parle du travail des femmes, donc il parle de la façon dont elles sont traitées, etc., des problèmes sexuels et tout, et puis après il parle du travail des femmes. Et il dit, sous l'Empire, il y a eu une grève des typographes, parce qu'ils sont mis en grève parce qu'ils refusaient qu'on embauche des femmes typographes. Ça s'est passé vers 1862. Et puis il dit, comme les typographes, nous pensons que les femmes doivent, comme les typographes de l'Empire, nous pensons que les femmes doivent rester à la maison. C'est un internationaliste. Et puis il dit, bon mais si par hasard elles sont obligées de travailler quand même et qu'elles travaillent quand même, alors bon, faut quand même bien les payer. Et puis il dit, à salaire égal, travail égal, salaire égal. Et il le dit en ces termes exactement. Donc si vous pouvez dire qu'Albertès a dit qu'il était pour à travail égal, salaire égal. Mais c'est pas ça qu'il dit, bien entendu. Et vraiment, je pense que la mort de Jeanne Varlin en 1871 a vraiment retardé le mouvement ouvrier sur ces questions. Bon, mais bon, j'aime beaucoup ce... Bon, ouais, là, il est moins de quart. Bon. Non, mais ça va. On a plus que 3 ans. Ça va. Alors en 1868, il y a un procès international pour une raison compliquée qui s'appelle le deuxième procès de l'association internationale. Donc ils sont, tout le bureau de Paris, ils sont 9, dont Eugène Varlin, ils sont jugés et condamnés. Mais du coup, Eugène Varlin prononce dans ce procès une magnifique défense, qui est un truc que personne ne cite jamais en entier parce que ça fait une vingtaine de pages, donc c'est très long. Mais en même temps, il fait toute l'histoire de l'Association internationale des travailleurs en France, une histoire qui n'a que 3 ou 4 ans, mais qui est quand même très intéressante. Et donc il est condamné à la prison. Je peux peut-être vous dire 2 mots de la façon, du genre de problème que l'Association internationale des travailleurs a eu à affronter à sa création. Enfin, voilà, par exemple, il y a eu juste avant, l'année d'avant, il y a eu une grève il y a eu une grève assez, disons, tumultueuse, comme on disait à l'époque, à Roubaix. Donc c'est des tisserands. Et puis les patrons décident que finalement mettre deux métiers au lieu d'un pour un tisserand, c'est 2 fois plus rentable. Du coup, on aura besoin d'embaucher moins d'ouvriers. Donc ils font ça. Bizarrement, les ouvriers ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents et donc ils se mettent en grève. Et puis ça devient assez dur parce que les patrons font intervenir la gendarmerie. Et les ouvriers se mettent à casser les machines. C'est pas la première fois que les ouvriers cassent les machines, mais bon, là, l'association internationale est obligée de faire quelque chose, de dire quelque chose. Donc si vous lisez une biographie standard, on va vous dire que l'association internationale dit ça. Alors il y a un texte assez long, donc on vous sort une phrase qui est celle-là. Ouvriers de Roubaix, quels que soient vos justes griefs, rien ne peut justifier les actes de destruction dont vous vous êtes rendus coupables. Bon, si après le gars qui écrit la biographie, il est quand même un peu ouvert, il dit que quand même il y a aussi écrit, nous rappelons à tous les membres de l'Association internationale des travailleurs qu'il y a en ce moment à Roubaix des frères qui souffrent et puis il faut un appel à souscription en fait pour soutenir les familles. Mais en fait c'est pas ça du tout ce texte. En fait ce texte est l'objet d'un marchandage entre les différents dirigeants de l'association internationale. Mais il commence comme ça, parce que personne ne cite.
Des troubles regrettables, accompagnés de violences plus regrettables encore, ont éclaté parmi les fileurs et tisseurs de Roubaix. Les causes sont 1. L'introduction de machines imposant aux tisseurs un surcroît de travail sans augmentation de salaire et supprimant en même temps un grand nombre d'ouvriers. 2. L'établissement d'un règlement imposant des mesures ostentatoires à la dignité et des amendes d'une illégitimité flagrante. Ils aimaient vachement ça, les amendes, en ce temps-là, les patrons. Vous pouviez arriver, travailler, et puis avoir tellement d'amendes qu'à la fin de la journée, c'est vous qui deviez de l'argent. C'était vraiment incroyable. Écoutez le troisième. 3. Enfin, l'intervention de la gendarmerie dans ces détails d'intérêt privé. Et dans un cas où elle avait peut-être travaillé à la sécurité publique, mais non à protéger par sa présence les prétentions des particuliers. Non, mais c'est parfait ce texte en fait. C'est vraiment, il y a tout là-dedans quoi. Et on ne cite jamais. Donc bon, voilà. Donc ça c'est pour expliquer pour montrer le genre de divergence et de problème qu'il y a eu. Parce que nous les grèves et casser les machines et tout ça, c'est des trucs, c'est une histoire qu'on connaît. Mais eux, ils sont en train d'inventer ça. Hein, donc voilà, il passe en procès. Eugène Varlin fait l'histoire de l'association internationale, en particulier de la grève de Roubaix. Ils sont condamnés à 3 mois de prison. Et vont en prison. Et pendant ce temps, eh bien, je vais vous montrer de quoi je parle. Donc je vous parle d'une rue qui est là, et qui est même... non, elle va venir... d'une rue qui est là, qui s'appelle la rue Larrey, à Paris, mais qui n'existe plus. Enfin, il y a toujours une rue Larrey, mais elle est ailleurs. Mais cette rue-là n'existe plus. Dans le 6e arrondissement, très près de là où habite Eugène Varlin. Donc c'est... pour les gens, ceux d'entre vous qui vont à Paris, ça se trouve à l'endroit exact où il y a la statue de Danton sur le boulevard Saint-Germain à Odéon. Voilà, donc c'est le prolongement du boulevard Saint-Germain qui a c'était un endroit de Paris de l'histoire révolutionnaire importante parce que Marat a été tué là, Danton habitait là, et voilà. Et donc il y avait à cet endroit-là, Eugène Varlin crée quelque chose qui s'appelle La Marmite et qui est un restaurant coopératif. Donc c'est pareil, vous pouvez lire dans certaines biographies, vous pouvez lire que c'est l'ancêtre des Restos du Cœur. Ça n'a rien à voir, ça n'a aucune vocation caritative. Vous adhérez à l'association, puis vous payez votre cotisation, puis vous venez, puis vous mangez. Et alors ça se passe pas dans la rue vraiment, mais donc vous rentrez dans cet immeuble là, qui est à gauche là. Vous rentrez dans cet immeuble, vous traversez la cour, et au fond de la cour, vous montez au 2e étage, c'est dans un appartement. Du coup, on est tranquille, on n'a pas trop de mouchards, on peut aussi parler entre nous, on est très bien. Donc, voilà. Et donc c'est fondé par Eugène Varlin, les statuts et la fondation juste avant le procès, et puis ça s'ouvre juste quand il sort de prison. C'est le moment de parler de Nathalie Lemel, qui était une relieuse aussi, et qui était aussi une des dirigeantes de la Société des relieurs et qui s'est occupée de la Marmite. Oui, je profite de la présence d'une femme relieuse sur cet écran pour signaler un truc que je n'ai pas dit à propos des femmes, qui est que, en fait, c'est plus facile de comprendre que le travail des femmes, c'est quelque chose d'important si on travaille avec des femmes que si on travaille entre hommes. Et il se trouve qu'à l'époque, la plupart des ouvriers travaillent soit entre hommes, soit entre femmes. Par exemple, tout ce qui est dur, le fer, le métal, tout ça, le bronze, c'est les mecs. Ce qui est mou, le tissu, c'est les femmes. Mais le papier, c'est entre les deux, donc il y a des hommes et des femmes. Et donc, en effet, les ateliers dans lesquels ils travaillent sont souvent mixtes. Et donc, c'est vrai que ça aide probablement à rapprochement. Donc, en tout cas, je suis contente d'avoir parlé de Nathalie Lemel à cette occasion. Nathalie Lemel, c'est quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Elle est passée en conseil de guerre après la Commune. On lui a dit, mais vous avez les incendies, vous avez tout brûlé et tout, les Tuileries, l'hôtel, les Tuileries. Elle a dit, ben, on veut plus droit, on n'a plus besoin de palais. Voilà. Le jardin, c'est mieux. Bon, alors, donc, c'était là la Marmite. Et voilà. Et alors, donc je vais peut-être avancer un peu, parce que vous allez en avoir marre.
Je signale un article qui s'appelle Grève et résistance, qui est paru dans un autre journal, parce qu'évidemment ces journaux ne durent pas longtemps, hein, qui s'appelle Le Travail, dans lequel Eugène Varlin explique un truc tout à fait fondamental, c'est que chacun sait que la grève ça ne sert à rien, même si on gagne après, de toute façon les prix augmentent, tous les jeunes, donc il faut recommencer, etc. Sauf que, en fait, ce qui est bien dans la grève, c'est que ça permet une solidarisation des travailleurs. Enfin bon, on l'explique, ça aussi, c'est des trucs que nous savons tous depuis longtemps, mais qu'eux sont en train d'inventer. Donc cet article est vraiment très intéressant. Et voilà, donc j'ai beaucoup aimé cet article aussi. Voilà, donc après, il travaille à la Marseillaise, comme j'ai déjà dit. J'ai parlé des ouvriers boulangers, je n'y reviens pas. Voilà, donc j'avance, j'essaye d'avancer. Ça va, autrement, moi je peux continuer 2 heures, mais vous allez être fatigué. Voilà, et donc en 1870, le temps s'accélère. En 1870, il y a une vieille recette bonapartiste que tout le monde connaît bien, qui est le plébiscite. Et donc, Napoléon III décide de faire un plébiscite. Alors, bon, c'est assez compliqué parce que, évidemment, le texte est libellé de telle façon qu'on ne peut pas dire non, mais qu'on ne veut pas dire, évidemment pas dire oui. Et donc, il y a un grand débat pour savoir ce qu'il faut faire. En gros, les gens vraiment les plus à gauche, disons, appellent à l'abstention. Et en particulier, l'Association internationale des travailleurs appelle à l'abstention et publie un manifeste anti-plébiscitaire signé des noms des dirigeants et qui paraît à la une de la Marseillaise, donc la première page de la Marseillaise, avec les noms des dirigeants. Le pouvoir ne peut pas supporter ça, il ne vraiment pas supporter ça. Il faut arrêter tous les internationalistes. Il y a des gens comme Albert Hess, que je vous ai montré tout à l'heure, là, qui passent 46 jours en prison sans être interrogés, sans rien. Vous savez, à l'époque, il n'y avait rien de social. 46 jours en prison, c'est 46 jours sans salaire. Donc la famille, pendant ce temps, lui, il avait ses parents à charge, par exemple. Voilà, et Eugène Varlin réussit à s'en aller en Belgique à ce moment-là. Donc il échappe à l'arrestation. Voilà, et puis ensuite, il y a un 3e procès de l'Internationale qui a lieu à peu près au moment où commence la guerre contre la Prusse. Donc l'avant-dernière opération politique de Napoléon III, c'est le plébiscite, et la dernière, c'est la guerre, et ça, avec les résultats que vous savez. Bon, donc il y a cette guerre qui est une catastrophe, il y a la proclamation de la République le 4 septembre, après le désastre de Sedan, où finalement tous ces gens qui étaient en prison et ceux qui étaient en Belgique, par exemple Eugène Varlin, reviennent à Paris. Et puis après, il y a le siège de Paris, qui est un épisode qui est vraiment très douloureux parce que ça fait 5 mois enfermés. Bon, on va dire, les ouvriers de Paris, souvent, ils n'étaient jamais sortis des fortifications. Hein, donc, c'est pas d'être enfermé qui est le plus pesant, c'est le fait qu'il n'y avait rien à manger. Et surtout, c'est un hiver extrêmement froid. Le 19e siècle, il y a eu beaucoup d'hivers froids, mais c'était un hiver très froid. La Seine a été gelée pendant plusieurs semaines. Bon, donc, et ça a été vraiment un moment très, très difficile. Si on regarde je sais pas avec qui on parlait, avec des états civils tout à l'heure, si on regarde les registres d'état civil, il y a 4 fois plus de morts que les années normales pendant ces mois-là. C'est très impressionnant. Voilà, bon, donc il y a ça. Et puis arrive le 18 mars. Donc le 18 mars, comme vous savez, il y a l'affaire des canons. Bon, je vous raconte l'histoire de la commune, non, c'est pas la peine, vous savez. Il y a Thiers qui veut faire enlever les canons. Donc pendant ce temps-là, les Parisiens sont engagés dans la garde nationale. Donc ce qui fait que la classe ouvrière est armée. Ce qui est quand même un défaut grave, et notamment armés de canons. Et donc ces canons qui ont été, alors ils étaient un peu dispatchés un peu partout dans Paris, mais comme après la capitulation, les Allemands, les Prussiens ont obtenu de pouvoir venir parader sur les Champs-Élysées, comme ils ont fait après en juin 40, les Parisiens ont eu peur que leurs canons soient pris par les Prussiens et sont allés les mettre à l'abri. Donc ils les ont mis à l'abri dans les endroits les plus hauts. C'est pas facile de pousser un canon jusqu'en haut de Montmartre, mais ils l'ont fait. Et donc les canons sont gardés à Montmartre, à Belleville, parce qu'ils sont justement, comme par hasard, les quartiers ouvriers.
Voilà, donc Thiers essaye de faire reprendre ses canons, puis ça marche pas. Et puis ça marche tellement pas que il y a des soldats qui mettent crosse en l'air, il y a 2 généraux qui sont exécutés, et puis Thiers fuit à Versailles et emmène avec lui son gouvernement, son administration, tout ça. Tout est vide à Paris, les places sont à prendre. Il y a une instance qui est susceptible de prendre toutes ces places, qui est le comité central qui a élu la garde nationale. Donc le comité central de la garde nationale prend ses places, c'est-à-dire la préfecture de police, l'hôtel de ville, tous les lieux du pouvoir à Paris. Dans le comité central de la garde nationale, il y a un certain nombre de gens qui ont été élus, et parmi ces élus, il y a 4 membres de l'association internationale, dont Jeanne Varlin. Bon, si on a le temps, on en discutera, mais il y a eu une discussion pour savoir s'il fallait y aller ou pas, et Varlin pensait que puisque les ouvriers étaient là, c'est là qu'il fallait aller, et il y est allé, et il fonctionne toujours comme ça. Et donc, il est parmi les gens les membres du comité central qui prennent le pouvoir le 18 mars 1971. Bon, mais alors, j'ai écrit que c'était les pires conditions possibles. Je vais avancer un peu. Ça a été très dur, la commune, parce que dès que les gens savaient faire quelque chose, on les coinçait dans les responsabilités administratives. Ça a été le cas de Varlin sur les finances et les subsistances. Ça a été le cas de Thès sur la poste. Etc. Et puis pendant ce temps, les Versaillais, ils montaient leur armée et puis se préparaient à attaquer Paris. Et s'attaquaient Paris. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Il y a eu un moment très, très difficile au tout début où Varlin s'est demandé comment faire pour que les gens ils aient quelque chose à manger, même si Thiers était parti. Parce que, comme il y avait eu la guerre, le siège, il n'y avait plus rien qui marchait, plus personne ne travaillait. Et donc, tout ce qu'ils avaient pour vivre, c'était les 30 sous, les 1,50 francs par jour, que touchaient les membres de la garde nationale, avec un peu plus, il y avait une femme et des enfants. Et qui est-ce qui allait les payer maintenant que l'administration était partie? Donc, ils sont allés négocier avec le gouverneur de la Banque de France, qui s'appelait Gustave Rouland. Je ne sais pas si le nom de Gustave Rouland vous dit quelque chose, mais c'est le ministre de tout à l'heure, là, celui qui a donné. Donc il a négocié avec Varlin, il leur a donné 1 million, ce qui, pour moi, c'est une source de plein de considérations. Premièrement, Rouland, évidemment, il n'a pas reconnu l'ouvrier à qui il a donné un prix 10 ans avant, mais Varlin, certainement, il a reconnu le ministre qui lui avait donné un prix. Ils leur ont donné 1 million, et ils étaient tout ébahis qu'on leur donne 1 million, mais il y avait des milliards en dessous, dans les caves qui sont partis à Versailles tranquillement après. Voilà, bon, donc, on revient. Donc, j'ai trouvé ça touchant sur Gustave Rouland qui revient. Voilà, donc on met Thès à la poste, on met Varlin en puissance. J'ai pas dit, mais tous ces dessins qui sont tous ces portraits qui sont dans le diaporama, là, ont été faits par Éloi Valla, qui est un dessinateur qui a fait... D'ailleurs, vous les avez pas là, les livres, qui a fait de très 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 beaux livres sur la commune, chez l'éditeur Bleu Autour. Voilà, bon. Comme il m'a donné les dessins, voilà. Donc il y a quelques mesures sociales qui sont réalisées, en particulier l'interdiction du travail de nuit des ouvriers et boulangers, sur lequel je vais quand même passer une seconde, parce que en fait, ce qui est en débat, que je n'ai pas dit au début, mais que je vais dire maintenant, et qui est en débat, et c'est complètement clair dans les procès-verbaux des réunions de la commune, ce qui est en débat, c'est de savoir si c'est une question, travailler la nuit ou pas, si c'est une question qui doit se régler entre les ouvriers et les patrons, c'est-à-dire dans chaque entreprise, ou bien si c'est une question de santé publique, et si c'est quelque chose qui peut être, si on peut légiférer là-dessus. Voilà, nous on a quand même, on arrive à longtemps après, Matignon, Grenelle, etc. Mais bon, à l'époque, ceci n'existait pas. Hein, donc, voilà, donc je trouve que c'est la chose la plus intéressante qui se passe pendant la commune. D'ailleurs, Léo Frankel, qui était un des membres de la commune, qui était l'équivalent ministre du Travail de la commune, a dit que c'était le seul décret véritablement socialiste que la commune avait avant. Bon, donc on arrive à la semaine sanglante, et j'ai bientôt fini.
Et alors, en fait, dans le livre, ce qui est assez touchant, c'est que donc, on a des articles publiés dans les journaux. Enfin, on n'a pas grand-chose de personnel. On a des articles publiés dans les journaux, mais on a aussi un cahier où il écrit des rédactions quand il suit les cours du soir, quand il est jeune. Et alors, ce qui est très bien, c'est vachement bien écrit. Le professeur dit, c'est vraiment très très bien. Comme c'est très très bien, je ne fais pas attention à l'orthographe. Mais quand même, faites attention. Donc, l'orthographe de Jeanne Varlin n'est pas, bon, c'est pas catastrophique, hein, mais bon, pas complètement correcte. Et puis on l'oublie parce qu'après on n'a plus que des textes imprimés, donc ils sont passés par des correcteurs, des typographes, etc. Et donc bon, on ne voit plus les fautes. Pas qu'il y en ait quelques-unes, il y a quelques coquilles quand même. Mais, et puis bon voilà, là c'est fini et on voit des petits mots manuscrits apparaître, on revoit apparaître l'écriture de Jeanne Varlin, ça redevient manuscrit et c'est touchant parce que du coup on a oublié les manuscrits et tout. Donc là, en particulier, il dit il est délégué à la guerre, c'est tout à la fin de la commune, mais vraiment il ne reste plus que quelques mètres carrés de Paris qui appartiennent au communard. Il est délégué à la guerre, et puis il y a Ferré, Théophile Ferré, et il y a là la faute d'orthographe est dans son nom, ça s'écrit la faute de Zéré. Ferré qui lui demande des renforts, et il lui répond je ne peux pas vous envoyer de renforts pour l'instant, mais tâchez de tenir, mais tenez quand même. Bon, ça, c'est de dire que... Bon, voilà. Et voilà, donc, voilà. Puis peut-être je dis encore un mot. Oui, c'est fini, mais je vais dire un mot sur la montre. Parce qu'il faut conclure cette histoire par l'histoire de Varlin, par l'histoire de la montre. Donc, il est... Je peux encore parler 5 minutes. Il est donc fusillé à Vincennes, à Montmartre. Il est donc fusillé en haut de Montmartre. Et le lieutenant Sicre lui a volé sa montre. Et dans la montre a été offerte à Varlin à l'issue d'une des grèves de relieurs de 64 ou 65 par ses amis relieurs. Et ils ont fait graver par Antoine Bourdon, le copain fourriériste, une dédicace et le nom de Jeanne Varlin dans la montre. Donc il y a son nom dans la montre. Voilà, donc Varlin est fusillé. On balance son corps... on ne sait pas où, voilà. Donc il est disparu en fait, et il n'y a pas date de décès, et puis il est condamné à mort, bah oui, à un conseil de guerre, hein, donc il est au cas où il est condamné à mort, évidemment par contumace, parce que bon, il ne pouvait pas être là. Hein, mais non, mais ils ont tous été, hein, tous ceux qui avaient été tués, ils ont été condamnés à mort par contumace, hein, de l'écluse aussi, enfin bon. Ils avaient vraiment très peur, les Versaillais. Bon. Donc il est condamné à mort par contumace, puis le temps passe, et la mère de Jeanne Varlin, voyant que son fils est condamné à mort, elle se dit, quand je vais mourir, le peu d'héritage que j'ai, l'État va me prendre la part de Jeanne. Et donc elle fait un testament en faveur de ses 2 fils restants et sa fille est morte, mais de sa petite fille. Bon, et elle meurt en 75. Et alors là, la famille va chez le notaire, et le notaire dit « Ah non, mais je ne peux pas faire exécuter ce testament, on n'a pas on ne sait pas où est le 4e fils, le 4e enfant, etc. » Et conseille aux frères de Varlin de mener une action en justice. Et donc il y a un procès. Et au cours de ce procès, eh bien, on considère que, puisque cet imbécile de lieutenant Sicre s'est vanté, il a écrit partout qu'il avait volé, il avait pris la montre, il avait la montre, il était très fier d'avoir la montre, etc. On a décidé de considérer cette montre, dans laquelle il y avait le nom de Jeanne Varlin gravé, comme une sorte de pièce d'identité. Et donc le jugement, ça a été qu'il fallait lui faire un acte de décès. Et donc il y a un acte de décès en 1878 dans le registre du 18e arrondissement pour Eugène Varlin, qui a été tué 7 ans avant. Et voilà donc à quoi a servi la montre. Et alors la dernière petite note plutôt rigolote, vous apprenez tous ces trucs-là dans des endroits aussi sinistres que le service historique de la défense de l'armée à Vincennes ou les archives de la préfecture de police. Et alors dans les archives de la préfecture de police, à cet endroit-là, il y a
un flic qui a écrit un truc et puis qui a lu cette histoire du lieutenant Sicre qui s'était vanté d'avoir la montre, et il a écrit un petit mot en disant « Je ne sais pas où est ce militaire, mais je pense qu'on devrait l'envoyer en Nouvelle-Calédonie. » Et alors là, vous êtes là, au milieu de ces flics sérieux, aux archives de la préfecture de police, et là, vous piquez une crise de fou. Donc on voit des fois l'évolution du niveau. Bon, ça va aller. Merci. Question à Allez-y, parce que j'en ai encore pour des choses. Un très grand rassemblement entre le mouvement ouvrier et le mouvement communal. Et des gens comme Varlaine ont contribué à ça, parce que jusqu'alors on nous parlait de la commune comme d'un épisode administratif dans lequel un certain nombre d'actes avaient été entérinés, y compris par la bourgeoisie quand elle est revenue au pouvoir, mais on ne nous parlait pas du rapport entre le monde ouvrier et la commune. Voilà. Je vais juste faire un commentaire. C'est comme un élu, donc comme j'ai dit, le comité central prend le pouvoir, mais ce que j'ai pas dit, c'est que, parce que je pense que tout le monde le sait, c'est que ils prennent le pouvoir et tout ce qu'ils ont le plus pressé à faire, c'est d'organiser des élections. En fait, ce qu'on veut, c'est élire un conseil communal à Paris. Maintenant, peut-être qu'il y a des révolutionnaires qui feraient autrement, mais eux, c'est ça qu'ils font. Voilà. Ils organisent ces élections et donc il y a ce conseil communal qui est élu. Les élections ont lieu le 26 mars. Le résultat des élections est proclamé le 28 mars sur la place de l'Hôtel de Ville, dans ce qui est probablement la plus grande fête qui ait jamais eu, populaire qui ait jamais eu à Paris. Et donc ça vaudrait la peine de parler un peu parce que c'est un très chouette moment. Et cette assemblée élue est une assemblée dans laquelle il y a une composition sociale assez intéressante parce qu'il y a, je crois, 24 ouvriers dans cette assemblée, ce qui en fait, sur à peu près 80, ce qui en fait le plus grand nombre, la plus grande proportion d'ouvriers dans tout gouvernement élu, toujours, dans toute l'histoire de l'humanité. Sans exception. Voilà. Et parmi ces ouvriers, il y en a beaucoup qui sont des membres de l'Association internationale des travailleurs et donc qui ont participé à cette formation dans toutes ces grèves qui ont eu lieu à la fin du Second Empire, etc. Parmi ceux qui ne sont pas ouvriers, il y a une autre catégorie qui est très intéressante, qui sont les journalistes. Parce que les journalistes sous le Second Empire, à cause sans doute de tout ce que j'ai expliqué sur les journaux, les journalistes sont, enfin pas tous les journalistes évidemment, les journalistes républicains sont porte-parole de l'opposition au Second Empire. Donc ils jouent aussi un rôle politique important. Certains sont membres de l'Association internationale. Par exemple, Charles Longuet, qui va être le rédacteur en chef du journal officiel pendant la Commune. Il épouse une fille de Marx après pendant la proscription à Londres et son témoin à son mariage c'est Albertès qui est un ouvrier bronzier et qui est le communard dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc il y a un mélange, mais c'est le gouvernement le plus, si on peut appeler ça un gouvernement, le plus ouvrier qui ait jamais eu. Donc le rôle des ouvriers est extrêmement important. Léo Frankel, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un ouvrier bijoutier, c'est vraiment la classe, peut-être l'aristocratie de la classe ouvrière, mais la classe ouvrière quand même. Il dit, moi j'ai été élu pour défendre le prolétariat, pas pour défendre les patrons, et maintenant on va défendre le prolétariat. Il le dit. À propos du livret ouvrier, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu son histoire et puis sa fonction exactement, à quoi il servait, à quoi quel était tous ces gens sont absolument fliqués. C'est un état policier. Tous ces gens sont absolument suivis, tracés, etc. Et donc le livret ouvrier sert à ça. Et je pense que c'est un truc qui a été inventé par le Second Empire sous cette forme-là, mais je ne suis pas sûre que ça n'existait pas quand même avant, sous d'autres formes. Oui, c'est bonapartiste, mais pas forcément que du Second Empire. Oui, ouais, c'est vraiment un... Comment dire ?
c'est vraiment un État policier. On a du mal à se rendre compte. Par exemple, ils sont perquisitionnés tout le temps. Les papiers de Varlin sont saisis tout le temps, mais pas que les siens. Par exemple, si on peut faire l'histoire des procès de l'international et de l'international. Donc, il y a deux petits livres qui racontent le procès de 1868, celui dans lequel il y a la super défense de Varlin, et 2, le procès de 1870, où il est contumax parce qu'il est en Belgique, donc il n'intervient pas lui, mais les autres, ses copains interviennent. Frankel fait un discours absolument génial, où il commence par, un soir, il prend son... vous savez, Frankel, c'est un Hongrois, hein. Il prend son air petit ouvrier, petit juif, je parle pas bien français, je peux pas parler tout de suite, et donc il parle le lendemain matin, et le lendemain matin il commence sa défense en disant je ne sais pas dans quelle école de philosophie monsieur l'avocat impérial a appris la dialectique, mais ils ont dû être complètement sciés, quoi. Voilà. Bon, donc il y a ces procès. Mais comment je sais ça, qu'il a dit ça, et comment on sait tout ça? Il y a ces 2 petits livres, et ces 2 petits livres, ils ont été faits par qui? Je vais vous expliquer. Tous les documents, toutes les lettres, tout ça, c'est saisi et c'est stocké à la police. C'est donné à la justice pour l'instruction du procès, et donc ça apparaît dans le procès, et donc c'est public. Et comme c'est public, la section de propagande de l'International décide, tiens, on va publier ça. Ils le font pour le 2e procès, et puis ça a vachement de succès, parce que ce procès a eu pour effet, évidemment, de faire exploser l'International, parce que ils se sont tellement bien défendus que tout le monde veut en être. Hein. Bon, donc ils sortent ce premier livre, et puis en 70, pareil, il y a le 2e procès, le 3e procès, ça s'appelle, ils sortent un autre livre. Et ce qu'il y a dedans, c'est les lettres qui ont été saisies là, mais c'est eux qui les sortent. Et heureusement qu'ils l'ont fait. Parce que nos petits camarades communards à la fin de la commune, ils ont quand même brûlé la préfecture de police et le palais de justice. Ce qu'on peut comprendre. Prête à défendre ce truc, mais néanmoins, les documents, ils sont partis en fumée. Par contre, les livres, ça brûle pas, parce qu'il en reste toujours un ou 2 par là, et donc on a ça grâce à l'action conjointe de la police et de l'Association internationale de terrorisme. Les auteurs, où vient d'arriver, que nous saluons, Georges Bartoli, très demandé. Quelques informations quand même, donc n'oubliez pas d'aller faire votre provision de thé.